On arrive presque au terme de cette journée, c'est le moment des interventions conclusives. On va entendre, avant de retrouver Marielle Thuot tout à l'heure, les deux présidents ou coprésidents des associations qui sont co-organisatrices. Et le premier qui va monter, c'est Albert Le Palud, ancien du CPA. J'ai dit que le mai d'après. Voilà. Ce micro-là fonctionne, monsieur le Palud. Parfait. Mais je ne pensais pas que c'était ce scénario. Ah bon, moi c'était celui que j'avais. Ah. On avait. Allez-y. Mais non, faites comme vous vouliez. Parce que du coup, je n'ai pas préparé grand-chose. Mais ce que j'ai préparé, je vais vous le dire. L'utilité sociale, la force des associations. L'utilité sociale, je vais juste vous parler d'un témoignage en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Depuis 3 ans, nous avons installé un intervenant social en gendarmerie et en commissariat. Je suppose que d'autres ici l'ont fait aussi, non? Non? Ici. Ok. Je n'ai jamais reçu autant de témoignages de satisfaction concernant l'association depuis cette expérience. Les gendarmes, les policiers, chaque fois que je leur dis AIS 35, ils me disent « Vous ne pouvez pas savoir ce que vous nous rendez comme service en nous envoyant quelqu'un qui fait le travail à notre place. » C'est pour cela que quand j'entends les témoignages sur le comportement des policiers, des gendarmes, je me dis non, c'est pas vrai. S'ils le font, c'est souvent par mégarde, par erreur, mais c'est pas leur intention. Donc cette intervenante, une femme, fait un boulot remarquable. J'avais été invité avec Sylvain à la messe la messe de Sainte-Geneviève, puisque c'est la patronne des gendarmes. Il y en avait pour nous. Le commandant, le plus haut gradé de la gendarmerie, quand il a su qu'on était de l'AIS, immédiatement nous a parlé de cet intervenant. Donc, je crois que, alors que j'aurais, si on m'avait demandé, tiens, est-ce que c'est une bonne chose, je me dis, les gendarmes et les policiers vont certainement pas apprécier qu'on se mêle de leurs affaires. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'il faut qu'on cesse de raisonner à la place des autres. Il y a des tas de choses qui évoluent. Autre témoignage. Nous allons ouvrir dans quelques jours un garage solidaire. Est-ce qu'il y a des expériences de ce type-là? Non. Un garage solidaire, c'est quoi? Nous allons réparer les voitures, nous allons même vendre des voitures d'occasion. Donc des voitures que nous avons pu acquérir à un bas prix, et on va les tester. D'abord, ils vont être réparés par des personnes en insertion, et puis elles vont être mises à disposition de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Quand on sait en province, quand on sait dans nos villes, la nécessité du transport, il n'y a pas que le transport en commun, malheureusement, qui résout les problèmes. Il faut parfois une bagnole, il faut un scooter. Donc, alors, bien entendu, avec moi, mon expérience, je me dis, mais c'est pas possible, garage solidaire, ça ne va pas, on ne va pas piquer le boulot à nos petits garagistes. Et bien, là aussi, je me trompais, parce que qui est venu vers nous quand on a annoncé cette idée? Un des plus grands garagistes de Rennes qui nous a dit
votre idée est formidable, parce que vous allez faire ce que nos petits garagistes ne veulent plus faire, parce que ça représente un coût souvent trop important de s'occuper de ces voitures qui ne sont plus en très bon état. Et le facturer à leurs clients, c'est un crève-cœur, ils préfèrent ne pas s'en occuper. Donc, vous allez nous rendre service. C'est quand même assez étonnant. Peugeot, Citroën s'en est même mêlé en nous versant une très belle somme pour nous encourager. Donc, vous voyez que ça montre bien la différence et l'évolution du monde. Autre chose, concernant notre activité d'une manière générale, nos associations, évidemment, autour de moi, les gens me demandent ce que je fais en dehors du boulot, ou ce que je faisais en dehors du boulot. Je leur parlais de l'association, et puis certains étaient curieux de savoir combien d'employés, combien de budget. Et du coup, je leur donnais des chiffres. Je leur donnais des chiffres, 120 salariés, et budget 8 millions, 9 millions. Immédiatement, c'était pour s'entendre dire que c'est fait. Le bif que ça représente, l'argent que ça représente, pour eux, c'était... Et alors, bien entendu, j'expliquais ce que faisait l'association, mais je n'arrivais pas à les convaincre. Jusqu'au jour où j'ai assisté à une émission, et je veux vous la faire partager. Je crois que c'est Michel Zieborka, que vous connaissez sans doute, qui expliquait que nos associations faisaient un boulot qui, en effet, coûtait de l'argent. C'est vrai que s'occuper des gens dans la rue, s'occuper des sortants de prison, s'occuper de tous ces gens laissés pour compte, ça coûte de l'argent. Le salaire de nos salariés et tout ça. Mais immédiatement après, il expliquait. Il avait des chiffres. Il parlait de tant le coût d'un hébergement chez nous, c'était tant par an. Et il a sorti d'autres chiffres. Et il a dit, hospitalisation, une chambre d'hôpital, ça coûte un argent fou. Et il mettait ça en parallèle. L'emprisonnement, on ne pense à l'emprisonnement que comme une sanction, on ne pense pas au coût de l'emprisonnement. C'est un coût énorme. Et il expliquait, il disait, et si vous voulez retenir cette formule également, ce que nous faisons coûte, certes, énormément. Mais si ça n'existait pas, ça coûterait beaucoup plus cher. Et j'en suis convaincu. Bon, je ne vais pas en dire plus. Autre chose, il y a eu des débats ce matin concernant le lucratif, pas le lucratif. Quand je parle du garage solidaire, c'est du lucratif en fait. Ça va conduire vers ça. On va essayer de ne pas perdre d'argent. Du lucratif limité, on a dit. Hein? On a dit aussi du lucratif limité. Voilà. Et Vincent connaît bien la personne dont je vais parler. Ça montre bien que nos activités, certaines de nos activités, sont aujourd'hui considérées par le patronat comme des activités utiles. Il se trouve qu'en Ille-et-Vilaine, le représentant du MEDEF, c'est le directeur général d'une association d'insertion. C'est Éric Chaland-Belval, il fait un boulot énorme, c'est la feuille d'érable, il ramasse les papiers. Il y a quelques années, on aurait parlé d'un chiffonnier, et ben, il fait un boulot énorme, il est très impliqué en MEDEF, et il n'oublie pas qu'il est à la tête d'une entreprise d'insertion, et il en parle avec plaisir. Bon. Voilà. Merci beaucoup, Albert Lepalus. Alors, bon après, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez parler, mais je vois conclusion, assez bêtement, je vois Albert, Jean-Patrick et Marielle. Je me dis que c'est peut-être l'ordre.
En tout cas, si c'est l'ordre, c'est Jean-Patrick Pévin, le président d'ADS 44, qui va nous livrer un mot de conclusion. Bien. Ma première phrase sera en tant qu'association qui a participé à l'organisation de cette journée. C'est un grand merci pour vous tous, un grand merci pour votre participation, pour la richesse des échanges, et vraiment merci. Merci aussi évidemment aux organisateurs, à tous ceux qui ont travaillé à la réussite de cette journée. Merci à notre grand témoin. Je ne verrai plus le mot objectif de la même façon, parce qu'il est obligé de changer mon texte. Et merci à notre grand animateur. Il y a de multiples avantages à confier à une association des missions de service public. Nous en avons eu toute la journée des exemples. Sans pouvoir être exhaustif, je voudrais ici rappeler rapidement ce qui motive l'engagement de notre association ADAES 44. Une association, c'est un groupe de personnes engagées, portées par un projet associatif qui se met collectivement en action dans un cadre précis. Nous en avons parlé souvent, cette fameuse loi 1901. Ça fait quand même un paquet d'années qu'elle est toujours là, qu'elle n'a pas été changée, que tout le monde nous l'envie, qu'il y en a qui veulent la changer, mais elle est toujours là, et heureusement. Pour que des bénévoles et des professionnels ensemble se mobilisent de la meilleure façon possible afin de réaliser les tâches demandées. La mutualisation des compétences, le partage d'expériences, les regards croisés sur un même quotidien permettent d'être dans les meilleures conditions possibles pour atteindre, alors j'ai marqué nos objectifs, bon je les garde, chacun nous mettra ce qu'il veut. Ce qui permet également de se mettre rapidement en ordre de marche pour des expérimentations, des innovations et des créations. Enfin, une gouvernance partagée, conseil d'administration, direction générale, qui gère et anime, fait aussi, une association, c'est un atout important pour la réussite des missions demandées. Je conclurai en rappelant une phrase prononcée il y a une dizaine d'années par un procureur du tribunal de Nantes au directeur général de l'époque. Ce qu'il y a de bien avec votre association, c'est que le travail demandé est fait et bien fait. Merci beaucoup. Et le mot de la fin revient à la présidente. J'ai la rude tâche de conclure, de faire la synthèse de la synthèse qui a été faite par Éric Fiat, donc ça va être très très compliqué, mais je ne vais pas vous retenir très longtemps. Je voudrais juste vous faire partager quelques réflexions qui nous sont venues tout au long de cette journée. La première, c'est ce qu'a dit Éric Fiat ce matin, constatant qu'il existe actuellement un certain désamour pour les métiers du social et qui a expliqué qu'il était fondamental de travailler sur le sentiment de dignité, sur la légitimité de ces métiers et donc sur la reconnaissance de l'utilité sociale, de l'utilité sociale de ces professionnels, donc sur la reconnaissance de votre utilité sociale. Et ça me paraît déjà un premier point important qui croise beaucoup de réflexions qu'on peut avoir dans les discussions qu'on peut avoir avec les uns ou avec les autres. Assez vite, en avançant dans la matinée, on a pu constater qu'il y avait finalement un accord sur une certaine définition de l'utilité sociale. Et je vous propose que peut-être on en retienne que c'est plus un mouvement, c'est un chemin parcouru, c'est une manière de faire, c'est une façon d'être, plutôt qu'une définition extrêmement précise. Et ça me rassure plutôt parce que j'ai passé beaucoup de temps, pour tout vous avouer, à chercher une définition pour mon introduction de ce matin. Et j'ai lu beaucoup de choses, c'est d'ailleurs très intéressant, mais finalement, c'est cette définition qui me paraît être le plus appropriée à l'issue de cette journée. Et donc, dans la mesure où c'est un mouvement, un chemin parcouru, une manière de faire, une façon d'être, évidemment, il est bien évident que des chiffres, un tableau Excel, ne suffisent absolument pas à en faire le compte-rendu et en permettre l'évaluation. Et c'est mesurer comment l'association travaille
et finalement quelle est sa production sur la société en général. Donc ça c'est un deuxième point que j'ai retenu. Bon, petite remarque en passant qui a été faite par certains interlocuteurs dans la salle. Encore faut-il que les décideurs, nos hommes politiques, les femmes politiques d'ailleurs, s'y intéressent. Et ça, pour ça, on sait tous que malheureusement aujourd'hui, c'est pas gagné. Mais en même temps, on sait qu'il y a des attentes importantes vis-à-vis des associations. Et donc, on est là dans ce paradoxe qu'à la fois l'État, les collectivités locales attendent beaucoup des associations et en même temps s'intéressent assez peu à ce qui pèse dans ce qu'elles font. Donc le dernier constat de la matinée, c'était qu'il fallait sortir des outils de mesure quantitatifs, des outils d'audit, hein, on en a parlé, et que la mesure de l'impact social, de l'utilité sociale d'une association ne pouvait pas se réduire à cela. Alors les expérimentations cet après-midi, là aussi, elles nous ont montré, les différents intervenants ont montré qu'il y avait des points communs. Des points communs sur le fait qu'avoir réfléchi à l'utilité sociale, c'est développer d'autres modalités de travail, plus horizontales, plus transversales, vous l'avez dit, mais aussi développer des outils comme un logiciel d'accompagnement social. J'ai tremblé quand le directeur de l'UCPA nous a parlé de ces finalement questionnaires de satisfaction, parce que j'ai immédiatement pensé à Uber et aux livreurs sur lesquels, parce qu'on était sommé sur Internet de cocher la case, êtes-vous un peu, beaucoup, pas beaucoup, énormément satisfait de la manière dont le colis vous a été livré. Finalement, j'ai été rassurée, donc c'est pour ça que je n'ai pas pris la parole quand il a reparlé une seconde fois sur ce sujet, parce que je pense vraiment que ce n'est pas de cela dont il est question à l'UCPA, mais s'il faut, et on en avait parlé cet après-midi, s'il faut évidemment impliquer les usagers, les pilotes, les bénéficiaires de nos actions dans l'évaluation de notre impact, encore faut-il se poser la question de comment le faire. Et effectivement, l'association Espérer 95 a donné des pistes de réflexion, parce qu'il est certain qu'un simple questionnaire de satisfaction ne peut pas, en l'occurrence, suffire. Il faut aller beaucoup plus loin, et c'est exigeant. Et enfin, pour en terminer, parce que je ne peux pas ne pas reprendre l'expression justement de M. Legault, qui nous dit qu'il ne faut surtout pas cesser de penser, que cesser de penser, c'est mourir. Je redirai comme Éric Fiat que nous sommes rassurés, on n'est pas près de mourir, puisque cette journée montre que la pensée, chez nous, elle existe, elle vit, elle est vivante, et elle est transversale, et nous en sommes très contents. Et si penser, c'est l'intranquillité de l'âme, comme l'a dit Éric Fiat, eh bien, nous sommes intranquilles, et nous sommes droits dans nos bottes dans cette intranquillité. Donc, bonne continuation.